à toutes et à tous, et encore bravo, vraiment, c'est absolument passionnant ce qu'on a entendu, et pour ma part, je suis particulièrement heureuse, vous l'imaginez bien. Je ne sais pas si vous aviez vu passer cela il y a quelques jours, semaines peut-être, j'avais commis une tribune dans un quotidien national pour demander à ce qu'on arrête cette absurdité qui consiste à présenter le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche comme un ministère renfermé sur lui-même. Vous savez qu'il y a une littérature foisonnante en ce moment que je qualifierais de mammouthologie. Et donc dans cette tribune, je disais que bien au contraire, j'avais veillé en particulier, je peux parler singulièrement de ce que je fais depuis que je suis à la tête de ce ministère, j'avais veillé en particulier, parce que j'y crois beaucoup, à ouvrir ce ministère sur les travaux de la recherche. À dire aux chercheurs, aux scientifiques, aux innovateurs, venez, aidez-nous, réfléchissez à nos côtés, saisissez-vous de sujets en effet pour certains qui n'ont jamais été étudiés nulle part, évaluez les effets du numérique par exemple sur les apprentissages, aidez-nous à améliorer l'apprentissage du français, la compréhension, le vocabulaire, l'orthographe, oui. Et c'est vrai que le ministère n'a sans doute jamais été autant qu'aujourd'hui ouvert sur les chercheurs. Et avec l'intention profonde, véritable, de tirer parti des résultats de cette recherche, de tirer parti de ces évaluations, de savoir se remettre en question s'il le faut, je vous ai bien entendu, cher Stanislas, mais de faire en sorte surtout que les résultats de cette recherche viennent irriguer l'ensemble de notre système éducatif et profiter pas simplement à quelques élèves dans une académie où on aura eu la chance d'avoir un microclimat favorable avec des enseignants très innovateurs spontanément, mais à l'ensemble des élèves sur tout le territoire. C'est ainsi que je conçois en tout cas le progrès social et ma mission de ministre. En tout cas, je vais vous dire donc que cette tribune, je sais trop bien ce que sont les tribunes, elles convainquent ceux qui sont déjà convaincus, elles ne convainquent pas les autres, et puis elles sont relativement peu lues. Donc je suis très heureuse ce matin d'avoir l'occasion d'illustrer ce que je disais avec vos interventions à vous. L'innovation, la recherche dans le système éducatif, ça existe, nous les rencontrons ce matin, et c'est possible notamment parce qu'il y a autour de nous en effet des acteurs qui sont très très coopératifs sur ces sujets. Je voudrais commencer par saluer et remercier Monsieur le Commissaire Général à l'Investissement, cher Louis Schweitzer, en vous disant, je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion d'ici la fin de ce quinquennat de le faire, alors je saisis cette tribune pour le faire, que ça a été un plaisir de travailler avec vous. C'est tellement important que et l'enseignement supérieur et la recherche soient évidemment la priorité numéro 1, ça a été dit et ce sera le cas dans le pays à 3. Mais surtout que, y compris l'enseignement secondaire, a besoin d'être alimenté, irrigué par cette réflexion sur les pratiques pédagogiques, par cette recherche, et que tout ça, ça nécessite aussi des moyens. Et donc avoir obtenu, comme nous l'avons fait, vous l'avez rappelé, parce que nous y sommes attelés ensemble, sans une feuille de papier à cigarette entre nous, avoir obtenu 500 millions pour la recherche en matière pédagogique dans le secondaire, je crois que c'est vraiment une très très bonne chose et il faut savoir saluer les progrès quand ils sont là. Donc merci vraiment, cher Louis Schweitzer. Merci, monsieur le recteur, cher Jean-Marc Monteil, parce que vous avez... Je trouve que Louis Schweitzer a eu les bons mots à votre sujet, l'enthousiasme, l'intelligence et la rigueur. Je reconnais absolument ces trois qualités en vous et je développerai plus exactement tout à l'heure ce que vous avez pu penser et mener à bien comme projet. Je crois que les observateurs seront surpris de voir là encore le foisonnement d'idées. Merci à Nicolas Chong, monsieur le directeur de la mission Programme Investissement d'Avenir, aussi qui nous suit depuis longtemps et avec beaucoup d'énergie déployée dans ces différents projets. Ce qui nous rassemble ce matin, donc, Programme d'investissement d'avenir, je trouve que investissement d'avenir, ce sont des mots assez magnifiques quand on y pense. Investir pour l'avenir, ça veut dire faire confiance à l'avenir. Je le dis parce qu'on est quand même dans une période où l'avenir souvent fait peur. Et je crois qu'à partir du moment où on est conscient que l'avenir, c'est pas la réalité qu'on va subir, mais le devenir qu'on va construire ensemble, eh bien les choses sont tout de même plus enthousiasmantes. Et pour le construire ensemble, eh bien, en effet, c'est aujourd'hui qu'il faut investir résolument. Et investir dans quoi en particulier? Dans l'éducation, la formation, donc l'enseignement supérieur, la recherche. Et rappeler à chaque fois que dans ces domaines, l'investissement est un choix capital.
Parce qu'au cœur de cette éducation, de cette formation et de cette recherche, au fond, il y a la notion de progrès, tout simplement. Un progrès qui, pour ce qui me concerne, ne doit pas être celui du toujours plus, mais celui du vraiment mieux. Un progrès auquel contribue l'engagement, l'investissement de nos enseignants, de nos chercheurs, de nos équipes pédagogiques, et je veux les saluer. Un progrès qui permet de ne pas subir les changements, et ils vont être nombreux, mais de les accompagner, de les comprendre, de les évaluer, et je le disais, d'en faire profiter le plus grand nombre. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Et c'est pour ça, donc, que c'était si important pour nous que dans le PIA, je le disais, l'éducation, la recherche trouve toute sa place. Alors, dans ce monde de demain, dans cet avenir à construire, le numérique jouera un rôle considérable. Il le joue déjà, ça n'est pas à vous que je vais l'apprendre. On le voit dans nos pratiques quotidiennes, personnelles, professionnelles, qui ont changé, notre façon de communiquer, d'interagir, tout a changé. Au cœur de ces changements, j'entends dire parfois qu'il faudrait que l'école, elle, ne change pas à l'égard du numérique. Il faudrait qu'elle reste figée dans un soi-disant idéal du passé. Ce serait trop long de réexpliquer à quel point l'âge d'or n'a jamais existé, mais plus exactement, c'est pour ça qu'on l'appelle âge d'or. Mais revenons à l'école d'aujourd'hui. Est-ce que véritablement, elle rendrait service aux élèves en étant complètement en dehors de ce mouvement, en ne les préparant pas à la donne numérique qui est déjà la leur, qui est déjà leur quotidien, qui le sera plus encore demain? Je crois, moi, au contraire, que l'école a vocation à s'emparer de cette question du numérique, à la fois comme un outil au service des professeurs, des élèves, de la communauté éducative dans son ensemble, mais aussi comme un objet de connaissance, de savoir, comme un domaine à étudier, à connaître véritablement. Parce que sinon, toute émancipation ne serait qu'illusoire, puisque aujourd'hui, une partie immense de la vie de nos élèves, dans tous ses aspects, les confronterait à des mécanismes, des logiques, des fonctionnements qu'ils ignoreraient. Eh bien moi, je refuse de laisser des générations entières qui subiront au lieu d'être acteurs de leur destin, mais aussi du nôtre. Je refuse de laisser la connaissance véritable, celle qui donne une familiarité avec ce domaine numérique, aux seuls spécialistes et aux seuls professionnels du numérique. Je refuse que pour une partie entière de la population, le numérique continue à être magique, parce que c'est quand même le cas aujourd'hui. Le numérique n'est pas magique, ça n'est pas une révélation soudaine qui survient chez certaines personnes et serait interdite à d'autres, non. Vous savez, j'aime beaucoup ces mots de Fontenelle au XVIIIe siècle qui évoquaient le regard du scientifique en le comparant à celui de l'artisan qui, devant un opéra, s'interroge sur le fonctionnement du décor et des artifices et ne se laisse pas hypnotiser par le spectacle. Eh bien, je crois que de la même manière, nous devons apprendre à nos élèves à développer un esprit critique, à être conscients de ce qui se déploie sur l'écran, tout comme notre système éducatif doit s'intéresser aux usages du numérique pour y trouver des pratiques qui vont contribuer à améliorer les apprentissages, et vous en avez donné quelques exemples. C'est le sens du plan numérique pour l'éducation que nous avons mis en place. C'est le sens aussi de cet appel à projet IFRAN qui accompagne le plan numérique pour l'éducation. À mon tour, je veux vraiment saluer ces projets qui tout de même mobilisent, peut-être que ça a été dit en introduction, 158 écoles de la maternelle jusqu'au lycée, qui mobilisent 58 unités de recherche et leurs doctorants, qui mobilisent 25 établissements d'enseignement supérieur, 10 ESP, 10 écoles supérieures du professorat, et une vingtaine d'entreprises. Voilà de quoi nous sommes en train de parler autour de cet appel à projet IFRAN. C'est une magnifique mobilisation pour avancer ensemble, pour changer, pour investir, avec des projets très variés. Moi, puisque quelques projets ont été présentés, parlons de quelques autres, des projets qui vont de la création d'un jeu vidéo qui mobilise les capacités des élèves qui présentent des troubles du langage, des projets qui utilisent de nouvelles interfaces numériques pour les apprentissages professionnels ou encore qui améliorent la vitesse et la qualité de la lecture grâce à des dispositifs numériques innovants. On en a eu un exemple. Enfin,
il y a beaucoup de projets, je vous invite à vous plonger dans les lauréats pour le comprendre. Et à cet égard, je veux aussi saluer le travail remarquable qui est mené par la Caisse des dépôts et consignations et tout son réseau territorial qui nous a permis évidemment de bien mailler le territoire avec des équipes très investies. Donc c'est un grand plaisir, vous l'aurez compris pour moi, de participer à la remise, à la réception de ces projets IFRAN, dont vous êtes les brillants lauréats. Jean-Marc Monteil, je reviens à lui, je le disais, à notre demande, a pensé, instruit ce projet avec l'idée qu'il fallait accélérer la transition numérique de notre école, mais le faire en prenant appui sur les acteurs de cette transition et en mobilisant notre recherche dans la diversité des thématiques que requiert le numérique dans l'éducation. Les 22 projets réunissent des chercheurs de haut niveau scientifique, des enseignants pionniers, des entreprises, des start-up, des collectivités territoriales. Ils seront, j'en suis sûre, les catalyseurs d'une dynamique de transformation éclairée par les apports des scientifiques, la créativité des enseignants et aussi la dynamique de la EdTech, parce qu'elle est tout aussi importante. C'est un budget de 22 millions d'euros, ça a été dit. Ça va donner, je crois, à notre pays un avantage décisif dans la compréhension et l'appropriation et la diffusion du numérique dans l'éducation. En écoutant vos 4 projets, je me disais, mais très vite, d'autres pays vont évidemment venir s'approvisionner ou enfin essayer de tirer parti à leur tour des résultats de vos recherches. C'est une évidence, donc ça donne un avantage comparatif à la France sur ce sujet qui est assez excellent. Et puis, je sais surtout que les dispositions ont été prises, j'y ai veillé, pour que les résultats et les effets de vos travaux connaissent ensuite une large diffusion sur le territoire. Je termine mon propos en évoquant un autre programme, parce que du coup, avec Jean-Marc Monteil, voilà, de projet en projet, on en est venu aussi à autre chose qui nous tenait beaucoup à cœur, et vous allez comprendre que c'est dans la même lignée, c'est l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel, je crois que vous savez l'attachement qui est le mien, à la fois à l'enseignement professionnel et à sa valorisation dans l'absolu, mais aussi à sortir du simple discours d'intention pour passer à la réalité des faits. Nous avons, durant ce quinquennat, beaucoup œuvré pour notamment faire de l'orientation vers l'enseignement professionnel une orientation choisie et pas une orientation subie, pour faire de la scolarité dans le lycée professionnel quelque chose qui soit mieux organisé pour permettre à des élèves qui sont relativement jeunes, au fond, lorsqu'ils y arrivent, d'être bien préparés au code de l'entreprise avant d'arriver à leur premier stage, pour éviter que certains de ces élèves ne trouvent aussi porte close lorsqu'ils sont à la recherche de leur stage en question. Enfin bref, nous avons fait beaucoup de choses sur l'enseignement professionnel, y compris pour cette rentrée 2017, de nouvelles filières de formation adaptées aux besoins d'avenir de notre marché du travail. 500 filières de formation vont ouvrir à la rentrée 2017 pour préparer à des métiers d'avenir. Et donc j'en viens à ce que nous faisons avec l'appui du PIA sur cet enseignement professionnel, quelque chose d'assez nouveau, puisque nous avons décidé que à partir de la rentrée prochaine, dans près de 80 lycées professionnels, eh bien, nous allons mettre en œuvre un programme qui s'appelle Profane et qui va permettre d'interroger au fond l'avenir du travail dans ces lycées professionnels. Filière de formation par filière de formation, comment penser la formation à ces métiers dans un monde dans lequel tous les métiers seront numérisés pour tout ou partie, et donc il faudra mieux prendre en considération cette nouvelle donne, là encore, des métiers transformés par le numérique. Comment y préparer nos élèves dès maintenant? Là encore, en travaillant avec des doctorants, puisque une cinquantaine de chercheurs devraient être associés à cette expérience profane, qui aideront nos enseignants dans les lycées professionnels à mieux penser les métiers de demain et donc la formation qui y mène à l'aune du numérique. Je crois que c'est un programme de recherche scientifique de très grande échelle sur les compétences à la fois induites par la numérisation du travail dans l'enseignement et la formation professionnelle, mais aussi les compétences sociales qui en découlent pour nos jeunes lycéens professionnels. C'est quelque chose d'absolument inédit qui va commencer, qui est en cours de préparation. Nous pourrons vous donner plus d'éléments si ça vous intéresse, mais qui, ça me tenait à cœur, démontrera que l'innovation, l'excellence
c'est aussi dans notre enseignement professionnel que ça se prépare. Et donc ça, c'est rendu possible aussi par le PIA, et je vais vous en remercier. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Je terminerai simplement comme j'ai commencé. Vraiment, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche innove, est ouvert à la recherche, à l'évaluation. Et c'est ce qui nous a conduit aussi, par exemple, à vouloir développer dans le pays tout entier, ça a commencé en région Rhône-Alpes-Auvergne et ça se poursuivra dans d'autres régions, ce que nous appelons des instituts Carnot de l'innovation pédagogique, chères madame, chers messieurs, des instituts Carnot de l'innovation pédagogique. Tout le monde connaît les instituts Carnot qui permettent au fond d'organiser le transfert entre la recherche fondamentale et les débouchés industriels. Et bien, la même chose pour que, entre la recherche sur la pédagogie, sur l'éducation et la pratique pédagogique au quotidien des enseignants, le lien se fasse de façon plus rapide et sans cette fameuse vallée de la mort qui est souvent décrite dans les questions de transfert. Donc, des instituts Carnot de l'éducation sont en cours d'installation et de développement partout, et je crois que c'est très important, et c'est pourquoi je souhaite vraiment que tous les chercheurs de ce pays sachent que nous avons besoin de leurs compétences en la matière. Merci à vous et merci au CGI et merci à tous les partenaires.